Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme pour l'autisme, il existe beaucoup de préjugés, d'idées reçues à propos du TDAH et à propos des personnes qui y sont sujettes. Et j'aimerais beaucoup en parler avec vous aujourd'hui. Ne m'en veuillez pas si de temps en temps je lis un peu mon texte, mais bon, je pense que vous avez dû remarquer déjà que ouais, je lisais un peu mon texte, mais c'est normal parce que j'ai pas tout en mémoire, j'ai une mémoire de poisson rouge, alors je fais avec les moyens du bord. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble fréquemment diagnostiqué chez les enfants et chez l'adulte, avec un impact important sur de multiples facettes de la vie sociale. Par conséquent, les personnes qui ont un TDAH ont plus de risques d'être confrontées à de la stigmatisation, à de la discrimination et à des préjugés. C'est pourquoi j'espère avec cette vidéo contribuer au fait d'y mettre un terme, d'éduquer les personnes qui ne connaissent le TDAH que d'une façon caricaturale et de leur montrer quelle est la véritable réalité de ce trouble. Avant toute chose, je vous donnerai une brève définition de ce qu'est le TDAH, puis nous verrons quels sont les préjugés les plus couramment entendus à son sujet, ainsi que les potentielles conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui y sont sujettes, qui ont un TDAH. Voici une brève définition du TDAH. Les lettres TDAH désignent un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement. Les caractéristiques de ce trouble sont un trouble de la concentration, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Toutefois, il est possible d'avoir un TDA sans le H, c'est-à-dire n'avoir seulement qu'un trouble de l'attention sans hyperactivité. Et inversement, on peut avoir seulement un trouble hyperactif sans inattention, sans déficit de l'attention. On peut alors distinguer trois sortes de troubles. Le trouble de déficit de l'attention avec une prédominance de l'hyperactivité et qu'on appellera donc le TDAH. Puis nous avons le trouble avec une prédominance du déficit de l'attention, mais cette fois-ci sans hyperactivité, qu'on appellera TDA. Et enfin, le trouble avec prédominance de l'hyperactivité et de l'impulsivité sans déficit de l'attention, qu'on appellera hyperactivité. En ce qui concerne les origines, les causes du TDAH, il semblerait qu'il y ait des facteurs génétiques et environnementaux qui interviennent très tôt dans le développement de l'enfant, pendant la grossesse, donc in utero, ou pendant les premières années de la vie de l'enfant. Je n'entrerai pas plus en détail sur ce point. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la source d'où je puise toutes ces informations. Donc il s'agit d'un article intitulé Quelles sont les causes du TDAH, publié sur le site tdahfrance.fr. Vous trouverez facilement le lien en description de cette vidéo. Maintenant que je viens de définir brièvement le TDAH, ses causes et ses différentes formes, je vais maintenant vous présenter les préjugés les plus couramment entendus à son sujet. Donc voici le premier préjugé qui est le TDAH n'existe pas. On peut entendre malheureusement de la bouche de certaines personnes que le TDAH n'est qu'une invention pour excuser la mauvaise éducation inculquée par des parents laxistes et sans autorité. Évidemment cela est faux, étant donné que le TDAH est reconnu dans le DSM. Vous allez sûrement me demander mais qu'est-ce que c'est que le DSM? Il s'agit d'un ouvrage de psychologie élaboré par l'Association des psychiatres américains et à destination des professionnels de la santé mentale. Il permet de classifier et de catégoriser les troubles mentaux. Le TDAH fait partie des troubles du neurodéveloppement répertoriés dans ce manuel. Le TDAH est par conséquent bel et bien reconnu par la psychiatrie et nous pouvons donc en aucun cas nier son existence. Le TDAH existe. Point. Deuxième préjugé sur le TDAH, les personnes qui ont un TDAH sont paresseuses ou sont des flemmardes. On peut facilement être tenté de penser qu'une personne qui a un TDAH est forcément paresseuse et qu'elle manque cruellement de motivation. Or, ce n'est pas le cas du tout. Commençons par rappeler que le TDAH est un handicap, déjà d'une, que par conséquent, les personnes qui sont concernées par ce handicap sont forcées de redoubler d'efforts pour tenter d'arriver au même niveau que leurs collègues ou que leurs camarades de classe, qui ne présentent pas eux-mêmes un TDAH. C'est pourquoi ces personnes ont une fatigabilité plus forte et peuvent ainsi se décourager plus facilement et ne pas réussir à maintenir un effort assez suffisant pour achever une tâche ou pour continuer une tâche ou atteindre un objectif particulier. En ce qui me concerne d'ailleurs, il m'arrive souvent de ne pas réussir à continuer une tâche au bout d'un certain temps d'effort. Arrivé à un moment, j'arrive dans une sorte d'état d'inertie où je n'arrive plus du tout à avancer, où je suis bloquée, je suis complètement bloquée et je peux plus avancer, genre... Et c'est hyper frustrant, au contraire, genre on aimerait pouvoir aller plus loin, mais on peut pas, on n'y arrive pas. Donc, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer, on est plus là, quoi. On n'est plus dans l'action, dans la tâche qu'on aimerait achever, et enfin... Donc non, c'est pas une question de pas le vouloir, c'est pas une question de volonté, non, c'est une question de cerveau. Moi je ne vois pas cela du tout comme de la flemme. D'ailleurs, on pourrait remettre en question cette notion de flemme, hein, franchement, mais c'est pas le sujet.
Donc moi je vois pas ça du tout comme une question de flemme, car en réalité je sais qu'il existe de plus en plus de preuves qui tentent à montrer qu'il existe dans le TDAH un déficit de récompense-motivation. En gros, il y a effectivement des anomalies dans le système de récompense de la dopamine dans le cerveau. Le cerveau des personnes avec TDAH produisent moins de dopamine et par conséquent, la démotivation se fait sentir beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas de TDAH. Genre la dopamine, c'est le truc qui va faire en sorte que tu vas pouvoir rester motivé, tu vas pouvoir poursuivre des efforts soutenus et sur le temps, tu vois, c'est ça. Et donc avec un manque de dopamine, bah, c'est plus compliqué, je pense que vous pouvez le comprendre. Troisième préjugé sur les personnes qui ont un TDAH, toutes les personnes qui ont un TDAH s'énervent ou sont forcément agressifs. Il est vrai que le TDAH peut effectivement être associé à d'autres troubles qui peuvent expliquer une certaine agressivité chez les personnes concernées. Il y a par exemple le trouble oppositionnel avec provocation, qui se caractérise par une attitude hostile, méfiante et négative à l'égard des figures d'autorité, qui tend à se manifester plus fréquemment chez les adultes et enfants impulsif et hyperactif. Donc comme on l'a dit, il y a des dominances dans ce trouble-là. Enfin, il y a 3 formes de troubles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les personnes qui sont plus TDAH, je pense qu'ils sont moins aptes, ils auront moins tendance à être agressifs. Pour ma part, j'ai un TDAH avec le H, donc j'ai de l'hyperactivité et de l'impulsivité, donc c'est vrai que par moments, mes paroles peuvent dépasser mes pensées, et quand je suis frustrée ou quelque chose comme ça, ou quand il y a quelque chose qui m'irrite ou quelque chose comme ça, bah c'est vrai que je peux être agressive, c'est vrai. Mais on travaille là-dessus. Je travaille là-dessus et je pense que les personnes qui ont un TDAH, pour la plupart doivent travailler et lutter contre ça, j'imagine. Enfin, c'est qu'une supposition, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de volontaire, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas volontaire et c'est pas voulu. 4e préjugé, le TDAH ne concerne pas les adultes. Bon là ça va être un peu court. Certes, le TDAH est souvent détecté pendant l'enfance, donc 3 à 5% des enfants auraient un TDAH. Toutefois, 50% des cas de TDAH persistent à l'âge adulte. Il faut également prendre en considération que certains adultes avec TDAH peuvent fournir un effort surdimensionné pour tenter de masquer leurs troubles, et donc ils auront l'air de ne plus avoir de TDAH, alors que finalement le TDAH est toujours là, et le TDAH continue d'impacter leur vie, mais discrètement, sans qu'on puisse le voir de l'extérieur. Mais voilà, si ça peut concerner les adultes, j'en suis la preuve, voilà. Et vous n'avez aussi qu'à regarder les forums sur internet pour constater que effectivement le TDAH peut exister à l'âge adulte. C'est tout à fait possible. 5e préjugé, les médicaments sont les seules thérapies contre le TDAH. Les médicaments existent effectivement, mais il n'y a pas que ça qui peut être mis en place pour adapter la vie des personnes, ou pour atténuer, on va dire, les manifestations du TDAH. Il y a une possibilité d'agir autrement, en tout cas en complémentarité avec des médicaments. Enfin, donc, il existe plusieurs approches, comme l'ergothérapie, qui consiste en une évaluation des limitations d'une personne et détermine les impacts de ces dernières sur la vie des personnes avec TDAH. L'ergothérapeute propose différentes manières d'adapter le poste de travail et de son environnement. Ces moyens d'adaptation ont pour objectif de favoriser la concentration des personnes avec TDAH. Puis, selon un article que j'ai tiré du site neurosolutions.ca, que vous pourrez trouver en description de cette vidéo, bien sûr, il existe la thérapie cognitivo-comportementale qui permet d'adresser certaines facettes du TDAH qu'un médicament à lui seul ne saura pas toujours faire. La psychothérapie va surtout permettre d'agir sur et de moduler les difficultés comportementales liées à l'inattention et à l'hyperactivité, impulsivité, s'auto-observer, prendre conscience de ses difficultés, les reconnaître, identifier les signes précurseurs et en comprendre leurs répercussions sont à la base de l'intervention en psychologie. C'est donc grâce à ces assises que le psychologue va aider la personne à mettre en place des stratégies et à agir pour modifier, corriger, moduler, prévoir et éviter ces comportements. Par exemple, c'est savoir reconnaître les signes précurseurs d'irritabilité ou de colère, appliquer des techniques de relaxation, respiration, visualisation, etc. Apprendre à mettre en place des stratégies pour mieux faire attention aux détails, ou savoir comment s'auto-observer et reconnaître les moments pendant lesquels on risque d'être moins attentif. La psychothérapie peut servir à complémenter la médication pour le TDAH ou
peut être utile aussi dans les cas de TDAH légers où les médicaments ne sont pas absolument nécessaires. Outre la psychothérapie, on compte aussi certains autres types de spécialités capables d'aider les plus jeunes, par exemple l'orthopédagogie, pour les aider à mieux fonctionner à l'école en ce qui concerne l'organisation, la planification et les méthodes de travail pour augmenter l'efficacité, ou la psychoéducation pour aider à réguler le comportement, à moduler les émotions comme la colère, ou à favoriser les habiletés sociales. La médication pour le TDAH représente la seconde approche et potentiellement le plus efficace pour stabiliser l'attention. Toutefois, il est important de comprendre que la médication n'est pas une solution complète, mais plutôt un outil qui va aider l'individu à optimiser son fonctionnement et à maximiser son rendement. Tant que l'individu présentant un TDAH demeure fonctionnel au jour le jour, la mise en place de stratégies, de plans d'intervention ou le soutien en psychologie, orthopédagogie, psychoéducation devrait l'aider jusqu'à un certain point à compenser ses difficultés. C'est plutôt lorsque les symptômes du TDAH compromettent la qualité et l'intégrité du fonctionnement familial, social, académique ou professionnel, ou la santé ou la sécurité d'une personne que la médication est alors recommandée. Voilà, donc c'est pas forcément essentiel d'opter pour la médication. 6e préjugé, le TDAH, c'est certainement à cause des écrans. Non et encore non. En ce qui concerne les causes du TDAH, une étude britannique datant de 2010 assure avoir pu identifier les bases génétiques de ce trouble. Pour ces chercheurs, le TDAH a une origine génétique qui explique les anomalies du développement cérébral. Par conséquent, l'exposition aux écrans ne peut en aucun cas expliquer l'existence du TDAH. Toutefois, c'est vrai qu'après la lecture d'un article datant de 2011, dont vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo, donc de toute façon vous pourrez trouver tous les liens de toutes les informations que je vous donne, donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. J'apprends que les personnes avec TDAH sont particulièrement vulnérables à la dépendance et à l'utilisation excessive d'internet et des jeux vidéo. Les enfants avec TDAH sont particulièrement attirés par les écrans, pour des raisons qui sont en lien avec leurs troubles. Comme je l'ai déjà expliqué dans une partie précédente, dans le cerveau des personnes qui ont un TDAH, il y a une anomalie du système de récompense. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux stimulent les personnes avec TDAH et permettent de libérer plus facilement de la dopamine et donc de se sentir plus motivé au moment du jeu, au moment de jouer ou de consulter les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, dans un jeu vidéo, voilà, ou sur les réseaux sociaux, il y a constamment de la nouveauté. Et c'est cette constante nouveauté qui est particulièrement recherchée par les personnes qui ont un TDAH. Toutefois, ce n'est pas parce que ces personnes sont attirées par les écrans que les écrans sont à l'origine de leurs troubles. Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des causes génétiques qui se développent in utero, pendant la grossesse, tout ça, enfin voilà. 7e préjugé. Ah mais moi aussi j'ai du mal à me concentrer parfois. On ne serait pas un peu tous TDAH? Il m'est déjà arrivé d'entendre ça, cette phrase, après avoir parlé de mon TDAH et des difficultés qu'il génère dans ma vie quotidienne. J'aurais aimé trouver les mots pour y répondre à cette phrase-là, parce que c'est toujours déconcertant d'entendre ce genre de choses, et donc c'est toujours difficile de trouver des mots pour répondre à ça. Mais voilà, sur le moment, je ne pouvais pas les exprimer. Tant cela m'avait pris de court, voilà, comme je le disais. Maintenant, je suis plutôt contente d'avoir les bons mots en tête pour pouvoir répondre à ce genre de phrases. Même si, bon, bah non, j'entends plus parce que je parle plus de mon TDAH aux gens. Enfin, je parle pas de ça aux gens maintenant. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas de TDAH peuvent de temps en temps ressentir des moments où elles manquent de concentration, de motivation, voilà, d'attention, tout ça, ou de stress, d'anxiété, je sais pas quoi. Toutefois, lorsqu'on a un TDAH, il faut tenir compte de la notion de fréquence et d'impact. En effet, avec un TDAH, on n'est pas inattentif que de temps en temps, genre parce qu'on a mal dormi ou je ne sais quoi. Non, on l'est de façon fréquente. C'est tous les jours en fait, c'est tous les jours. Et cette inattention, en raison de sa fréquence et de son intensité, a un impact négatif sur notre quotidien. Ça a un impact vraiment négatif sur notre quotidien dans le sens où on peut oublier par exemple, déclarer ses impôts ou de remplir des papiers pour que sais-je, en administration, enfin... Ça peut nous mettre dans la merde dans plein de situations, genre payer nos factures à temps, tout ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui concerne tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au TDAH. Donc, on peut pas dire, oui, je suis un peu TDAH parce que de temps en temps, j'ai oublié mes clés chez moi. Enfin, genre, j'ai oublié une fois l'année dernière mes clés. Ah, bah c'est bon, ça veut dire que j'ai un TDAH. Non, ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, tout simplement. Ah oui, bon, et la conséquence de ça, c'est que on se sent complètement incompris, mais c'est vraiment le sentiment qu'on peut ressentir. C'est les gens minimisent vraiment notre diagnostic. Enfin,
veulent pas reconnaître le TDAH comme un réel handicap et ne comprennent pas en quoi nous avons besoin de tel ou tel aménagement pour le travail, pourquoi on a besoin de voir un psychothérapeute ou je ne sais quoi. Enfin, et du coup, voilà, on se sent illégitime lorsqu'on entend ce genre de phrases, voilà, de parler de nos difficultés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça une des conséquences du fait d'entendre cette phrase-là. C'est le sentiment désagréable qui nous traverse quand on entend ça, en se disant oui, bon bah, cette personne-là ne veut pas me comprendre. Cette personne-là ne veut pas m'écouter. Voilà, c'est ça. Donc, passons au 8e préjugé. Les enfants qui ont un TDAH sont des enfants mal élevés. Ce gosse n'a pas été éduqué correctement. Il aurait dû se prendre plus de baffes dans la vie, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire. Ce sont souvent les parents qui sont menés à entendre ce genre de phrases, qui s'entendent dire que le comportement de leurs enfants est dû à leur mauvaise éducation, que si leurs enfants se comportent mal, c'est qu'ils ont été trop laxistes, qu'ils n'ont pas été assez sévères avec eux, etc., etc. C'est souvent les mères qui sont visées, comme l'indique une étude américaine intitulée Stigma in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dont vous pourrez trouver le lien dans la description. Donc je cite: en ce qui concerne la perception de la stigmatisation parentale, les mères d'enfants diagnostiqués TDAH ont déclaré plus de commentaires négatifs concernant leur style parental, donc leur éducation, que les mères d'enfants sans TDAH. Les propres parents ou beaux-parents étaient de manière surprenante ceux qui exprimaient le plus souvent des critiques concernant la capacité de la mère à élever l'enfant ayant un TDAH. Ces critiques ont des conséquences négatives sur le bien-être de la mère, comme le montrent les corrélations significatives, modérées à importantes, entre les critiques sur le style parental et la dépression et le soutien social perçu. 9e préjugé, le TDAH ne concerne pas les filles ou les femmes. Bon, on l'avait aussi pour l'autisme, hein. Voilà, donc oui, parce qu'il y a plus de garçons qui sont diagnostiqués autistes, comme il y a plus de garçons qui sont diagnostiqués avec un TDAH que des filles. C'est vrai, voilà, les diagnostics de TDAH sont 3 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles durant l'enfance. Il n'en demeure pas moins que les filles sont moins touchées par le TDAH. En effet, les filles ont plus tendance à masquer les caractéristiques qui sont liées à leurs troubles que les garçons. Et par conséquent, elles sont bien moins détectables et de ce fait ne peuvent pas recevoir de diagnostic. Donc voilà pourquoi elles sont sous-représentées dans le système de diagnostic. Enfin, voilà pourquoi il y a moins de diagnostics des filles. En vrai, il faudrait juste savoir reconnaître comment les filles sont TDAH, parce que voilà, elles sont des TDAH un peu pas de la même manière que les garçons. Voilà, parce qu'elles masquent leurs difficultés, donc forcément, voilà, elles sont moins visibles. C'est vrai que c'est moins visible, mais bon, je pense qu'il y a moyen quand même de pouvoir le remarquer, mais bon. Genre, les filles ont plus tendance à être dans la lune, comme on dit, enfin, dans la lune, à être inattentives, tout ça. Alors que apparemment les garçons sont plus impulsifs, plus hyperactifs, je veux dire, à bouger un peu partout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors que les filles sont plus discrètes, entre guillemets, parce que c'est la société aussi qui dit que les filles doivent être calmes et discrètes, enfin voilà. Donc voilà pourquoi les filles sont moins diagnostiquées et pourquoi elles sont moins aidées dans la vie, en fait, tout simplement. Parce que voilà, c'est ça la conséquence, hein, finalement, c'est que elles vont pas recevoir de diagnostic et donc elles ne vont pas recevoir de soutien ni d'aide pour qu'elles puissent pallier à leurs difficultés, qu'elles puissent s'épanouir dans la vie correctement. Enfin. Mais voilà, en fait, pour ce qui est de cette vidéo, je crois que j'ai fini. Voilà, donc ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est en train de tourner. Bon, comme d'habitude, je vais toujours couper, je vais hacher un peu le travail là. Enfin, j'ai un peu haché la vidéo parce que, bon, parfois je me perds un peu, puis je suis toujours dérangée par mes chats ou par des bruits, là c'est relou. Mais voilà, on s'en sort, on y arrive. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air pour me le signifier. Et à laisser un commentaire aussi pour partager votre expérience, votre témoignage à propos de votre TDAH, de ce que les gens peuvent en dire, tout ça. Si vous êtes passé aussi par des périodes où on vous a fait des remarques désobligeantes sur votre diagnostic, ou si on a nié votre diagnostic, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et les personnes qui me suivent se feront un plaisir aussi de vous répondre, voilà, c'est cool. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est super important, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo, parce que du coup les gens ne vont pas jusqu'à la fin des vidéos en général.
Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que cette vidéo soit partagée pour qu'elle soit le plus vue possible, parce que voilà, j'aimerais tout simplement que ces préjugés cessent d'exister, et pouvoir éduquer ces personnes-là qui ne connaissent en rien le TDAH et qui se permettent de dire des choses qui ont un réel impact sur la vie des gens, et c'est donc pour ça que je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo. Je vous remercie d'avance. Et bien voilà, sur ces mots, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.